Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Rémi Yang nous a emmenés dans l'espace, ou presque. Il nous a parlé en tout cas d'Asgardia, une cybernation spatiale en devenir. Vous pouvez découvrir ce long reportage en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et avec nous aujourd'hui, nous avons Jacques Arnoux qui est expert éthique au CNES, le Centre national d'études spatiales. Jacques Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors, pour débuter ce podcast, on va préciser déjà que j'ai vu qu'il y avait un traité de l'espace qui avait été ratifié en 1967. Alors, le but premier, c'était d'éviter l'envoi d'armes de destruction massive en orbite, également une utilisation militaire de la Lune, mais il établissait aussi certaines règles, comme par exemple une liberté d'accès aux États à l'espace, mais sans que l'un d'entre eux puisse se l'approprier. Alors finalement, créer une nouvelle nation comme Asgardia, est-ce que ça fonctionne pour déclarer un territoire dans l'espace? Et effectivement, vous avez raison de rappeler que l'espace n'est pas un endroit hors la loi, mais qu'il y a bien des traités, des accords, donc tout un corpus juridique qui gère la manière de se comporter dans l'espace. Quand on parle d'espace, évidemment, c'est l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire au-delà de 100 km d'altitude. Donc évidemment, les orbites autour de la Terre sont concernées, de même que ce qu'on appelle les corps célestes, la Lune ou Mars, ou encore au-delà. Et c'est vrai, comme vous le rappelez très bien, il y a effectivement toute la démarche, toute la dimension non-militarisation de l'espace, en tout cas, tâcher d'en faire un lieu à peu près pacifique, c'est une chose, mais avant tout, il y a les deux principes que vous avez rappelés, qui est la liberté d'accès. Dès lors qu'on a la capacité technique ou financière, eh bien, tout à chacun peut aller dans cet espace extra-atmosphérique et s'y déplacer. Et la question de non-appropriation, qui est une question essentielle, puisque beaucoup de gens se disent, mais à qui appartient l'espace? Eh bien, justement, il appartient à tout le monde. Et en fonction du lieu où vous êtes, si c'est un lieu un peu virtuel, un peu le vide spatial, eh bien, vous pouvez y faire du commerce, du business. Par contre, c'est un corps céleste, eh bien là, ça appartient à tout le monde et personne ne peut même y faire du commerce, en tout cas en tirer un profit. Donc ça, c'est dans ce monde-là que depuis, comme vous le rappelez, bientôt 50 ans, eh bien, le spatial agit, enfin, les humains agissent. Et c'est vrai que la proposition d'une nation spatiale vient un peu poser question, parce que ça apparaît tout de même, je dirais pas comme une forme d'appropriation, mais c'est là-dessus que c'est d'ailleurs pas tout à fait encore tout à fait clair dans Asgardia, c'est tout de même un territoire, enfin, déclarer un territoire, déclarer une nation, est-ce que c'est pas une manière d'appropriation? Donc la question, je crois, jusqu'à présent est ouverte du point de vue juridique, et il faut évidemment voir comment cette initiative va évoluer et comment elle va se trouver en phase ou au contraire en opposition par rapport au droit spatial. Alors, parce qu'effectivement, dans notre reportage, les dirigeants d'Asgardia expliquaient qu'il y avait une espèce de vide juridique hein, en fait autour de ça. Alors, à quel moment ça rentrerait en contradiction justement avec ce fameux traité? Alors, n'étant pas vraiment un juriste spécialiste, tout de même, le terme de vide juridique me paraît peut-être un peu excessif, parce que précisément, il y a un droit de l'espace. Alors, ce droit peut évidemment, éventuellement, évoluer. C'est pas une question de. Nous ne sommes pas non plus dans une étude dogmatique, mais tout de même, euh, il y a d'ores et déjà, regardez la Station spatiale internationale. C'est un, je dirais, un conglomérat de nations, puisqu'il y a des éléments venant de nations différentes, des éléments russes, des éléments américains pour l'essentiel, et puis des éléments européens ou japonais. Il y a une espèce de confédération d'un point de vue national, parce que chacun de ces éléments reste sous l'autorité d'un État. Mais c'est déjà quand même une espèce de confédération, donc c'est assez intéressant de voir, avec des accords juridiques derrière. Comment Asgardia va exister? Parce que pour l'instant, c'est une existence extrêmement limitée. Il y a un nanosatellite de quelques kilos qui a été envoyé donc, l'automne dernier, qui était un peu une manière de faire exister cet État. Mais bon, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut envoyer, une fois je le répète, tout le monde peut envoyer un satellite autour de la Terre. Mais est-ce qu'on peut pour autant revendiquer une forme de territoire? Parce que le territoire est une des conditions de la reconnaissance d'un État d'un point de vue juridique terrestre actuel. Donc, l'idée de vide juridique me paraît peut-être un peu excessif. Ce qui est clair, c'est que tout ça doit entrer en discussion parce que la motivation d'Asgardia est intéressante tout de même. Il faut revenir sur la motivation, en tout cas telle qu'elle est présentée. Avoir justement, ça va dans le sens d'une comment dirais-je d'une inspiration pacifique. Donc on est bien dans les traités de l'espace que vous rappeliez. Donc un usage pacifique, une présence pacifique.
qui soit aussi tourné vers la Terre. Il s'agit d'apporter ou de protéger la paix aussi bien sur Terre que dans l'espace, si j'ai bien compris le propos d'Asguardia. Donc, tout cela est en cohérence avec l'état d'esprit de des lois spatiales. La paix, l'aspect de quelque chose qui est ouvert à tous les terriens. Donc, au-delà, est-ce que la revendication d'un territoire qui, jusqu'à présent, dans les lois terrestres, fait partie de la constitution d'un État? Alors ça, c'est peut-être un peu quelque chose qui reste à discuter entre spécialistes par rapport aussi à la revendication d'Asguardia. Alors peut-être que la question se posera quand réellement un jour il y aura potentiellement des citoyens d'Asgardia qui seront dans l'espace, et là la question se posera peut-être de manière plus précise. Oui, parce que la question qui, pour l'instant, est peut-être pas totalement réglée, même si on peut voir à travers certaines illustrations ou certains propos, est-ce qu'il s'agit de construire une nation purement virtuelle? Bon, mais pour l'instant, ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui se présentent comme Asgardiens, je crois qu'on dit ça comme ça, sont des terriens. Donc, ils sont sur des territoires nationaux et ils gardent, évidemment, et c'est aussi leur nationalité, et il y a comment dirais-je, un modus vivendi tout à fait clair, que c'est pas parce qu'on est Asgardien qu'on va brutalement s'opposer aux lois terrestres. Donc tout ça est encore évidemment en bonne, voilà, en bonne relation les uns par rapport aux autres. Mais est-ce que dans la pensée de ceux qui font la promotion d'Asgardia, est-ce qu'il s'agit de faire des espèces de stations spatiales orbitales, un peu comme aujourd'hui la station spatiale internationale? On aurait une station spatiale asgardienne. Si c'est cela, par rapport aux lois terrestres actuelles, eh bien, ce n'est pas totalement séparé des nations déjà existantes, puisque les éléments qui constitueraient cette station partiraient de la Terre, partiraient de nations qui garderaient une certaine, non pas un droit de regard, mais plus que ça, une responsabilité par rapport à ce qui se fait. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de l'ISS. On a déjà une espèce de station spatiale internationale, elle n'est pas asgardienne. Peut-être qu'un jour, il y aura un élément asgardien qui viendra s'y coller, pourquoi pas. Donc, si par contre, l'idée est plus ambitieuse et consisterait à constituer un État sur la Lune, par exemple, la nation asgardienne sur la Lune, alors là, ce serait aujourd'hui, en tout cas, en grande contradiction avec le droit, puisque ce serait une forme d'appropriation, et là, c'est en opposition. Alors, entre-temps, il y a peut-être aussi d'autres qui se seront déjà appropriés de la Lune. Donc, nous verrons bien. Nous sommes dans la fiction, en tout cas dans la prospective, voire parfois même dans l'utopie, mais c'est intéressant parce que ça vient évidemment interroger la manière dont nous, aujourd'hui, nous gérons déjà des affaires spatiales. Alors on va revenir aussi sur vivre potentiellement dans l'espace, mais je voulais faire une petite parenthèse parce que vous le disiez tout à l'heure, n'importe qui, entre guillemets, ayant les moyens, peut envoyer un satellite ou investir l'espace. Est-ce que aujourd'hui, il y a beaucoup de privés, on va dire, de particuliers qui ont cette ambition-là? Parce que nous, on ne se rend pas forcément compte. On voit bien les nations, les États qui font, enfin, qui mènent des actions, ou qui envoient bon, on parlait de l'ISS, qui envoie des satellites dans l'espace, mais au niveau des particuliers, des privés, qu'en est-il aujourd'hui? Bon, il suffit d'ouvrir aujourd'hui la presse et ces dernières semaines pour voir qu'il y a des privés qui, à partir de fonds personnels, mais aussi à partir de fonds publics, si on pense à Elon Musk et des fonds de la NASA, eh bien, ont non seulement cette prétention, mais développent même des systèmes qui, donc pour partie privée, et qui ont bien comme ambition d'aller dans l'espace, non pas, alors après, il ne parle pas nécessairement d'appropriation, mais d'y faire du commerce, d'y gagner de l'argent, d'y développer des systèmes commerciaux et industriels, voire même, quand on va vraiment dans des projets, aller pouvoir utiliser des ressources spatiales. Donc ce propos d'initiative privée, le propos existe depuis longtemps et même est en phase d'être réalisé par certains. Alors j'aurais peut-être dû dire Elon Musk mis à part, parce qu'effectivement lui on sait, on connaît, puis on l'a vu, comme vous le disiez, c'est très récemment. Mais est-ce que du coup il y en a d'autres qu'on connaît peut-être moins, qui sont sur la même ligne? Dans ce mouvement qu'on qualifie aujourd'hui de New Space, c'est le terme consacré désormais, les chiffres que l'on peut trouver, parce que évidemment c'est toujours difficile de marquer des frontières strictes, mais moi j'ai souvent entendu le chiffre d'entre 500 et 800 entrepreneurs aux États-Unis qui se revendiquent
comme appartenant à ce courant-là. Alors, ça signifie pas ils ont tous la capacité financière d'un Elon Musk ou d'un Jeff Bezos. De toute façon, c'est la plus grosse fortune du monde, donc il n'a pas 800, sinon ça se saurait. Mais il y a quand même, pour reprendre votre mot, l'ambition. Et donc, ce courant d'aller, non pas contre les États les acteurs publics et historiques, mais avec eux ou d'aller plus loin qu'eux. Donc cette ambition, d'aller, avant même d'aller vivre, peut-être déjà de tirer profit de l'espace autour de la Terre ou plus loin. Alors en fonction des projets, ben, évidemment, le délai temporel qui est présenté est plus ou moins long. Bon. Mais en même temps, nous avons appris qu'il faut prendre au sérieux un certain nombre de projets aussi extraordinaires ou aussi ambitieux qu'ils puissent paraître. Est-ce que parfois ça peut être aussi un avantage, on va dire, d'être simplement entrepreneur et de ne pas être lié à un organisme euh, gouvernemental? Est-ce qu'il y a moins de contraintes, on va dire? Est-ce que du coup ça peut permettre de faire avancer aussi les organismes gouvernementaux, d'avoir ces entrepreneurs qui, de leur côté, mènent leurs recherches? Alors, là, c'est très intéressant pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine spatial. C'est vrai que historiquement, pendant plusieurs décennies, les affaires spatiales étaient strictement d'ordre étatique, pour la simple raison que seuls les États avaient les moyens de développer des technologies qui étaient totalement nouvelles. Quand un Elon Musk développe ces technologies, il s'appuie sur toutes ces décennies d'investissement public et déjà de coopération avec des industriels qui permettent de maîtriser aujourd'hui ce que c'est qu'un lanceur. Il va y ajouter des innovations qui lui sont particulières, qui viennent entre autres du fait que, ayant une capacité personnelle de gestion et de financement, il peut rajouter des technologies qui sont en partie innovantes, mais toujours qui relèvent d'un terroir ancien. Est-ce que pour aller beaucoup plus loin et avoir des réels, comment dirais-je, faire des grands pas technologiques d'innovation, est-ce que de qui ça va relever? Je ne sais pas si les privés seuls ou les États seuls aujourd'hui peuvent le faire. C'est sans doute plutôt dans une alliance, comme vous l'évoquiez, une alliance entre le public et le privé. Et ce type d'alliance est pas nouveau. Depuis, je ne sais pas si c'est l'aube des temps, mais en tout cas l'aube des nations et l'aube des entrepreneurs privés, il y a eu ce type d'alliance. Dernière en date, que l'on connaît bien, alors parce que certaines appartiennent au monde aux États-Unis, quand au milieu du 19e siècle, il a fallu achever la conquête de l'Ouest, on connaît tous à travers les films de Far West, et l'idée était le chemin de fer, qui était le transport le plus innovant à l'époque. Eh bien, le réseau de chemin de fer américain s'est appuyé sur une association publique-privée. Lorsqu'il y a 100 ans, il s'agissait cette fois-ci de développer les premières lignes aériennes, eh bien, en France, et c'était effectivement la première ligne aérienne, même du monde, c'est un accord public-privé entre M. Latécoère et l'État français qui a permis de développer ce qui est devenu la célèbre ligne sur laquelle on volait Mermoz ou Saint-Exupéry. Donc, dans l'histoire, nous avons déjà des exemples qui montrent que c'est effectivement dans un accord réfléchi et donc bien pensé entre les institutions publiques qui ont aussi des questions de responsabilité administrative, territoriale, et ça demeure, y compris aujourd'hui encore dans l'espace, et puis des initiatives qu'on appellera aujourd'hui start-up ou autres, qui ont un esprit d'innovation qui est au cœur même de leur existence, que là, on arrive à avancer. Et c'est ce qui se fait alors dans le New Space plutôt aux États-Unis, mais aujourd'hui aussi en France, où à travers différentes initiatives, et le CNES est à l'origine d'un certain nombre de ces initiatives, des fédérations, des start-up, comment on peut, en s'appuyant sur tout un savoir-faire de longue date, et puis aussi des questions, une fois encore, de responsabilité par rapport à la loi, par rapport aux activités spatiales, ça relève vraiment du public, et puis l'esprit qui appartient peut-être plus aujourd'hui au privé, l'esprit de la prise de risque et l'initiative. Donc c'est pour ça que ça rend la période extrêmement, extrêmement passionnante. On va revenir justement sur notre propos de tout à l'heure. On le disait, le but à terme d'Asgardia, c'est bien évidemment de vivre dans l'espace sur le long terme. En termes de technologie, d'avancée, où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour rendre cela possible?
Où on en est aujourd'hui, vous avez un très bel exemple à travers cette belle mission Proxima que nous avons tous suivie pendant 6 mois avec Thomas Pesquet. Aujourd'hui, les technologies permettent d'envoyer un homme ou une femme dans l'espace, vivre pendant 6 mois, et si la préparation si la sélection a bien eu lieu, si la préparation a bien eu lieu, ce qui était le cas pour Thomas Pesquet, et qu'ensuite le suivi durant ces 6 mois est bien fait, suivi médical, environnement technique, eh bien, un homme en bonne santé, jeune et en bonne santé, peut revenir sur Terre au bout de 6 mois et quelques semaines plus tard se balader sans avoir l'air d'un martien, d'un extraterrestre, et on l'a très bien vu avec Thomas. Donc, je pense que c'est un bel exemple donc, tout en mettant bien évidemment les qualités personnelles de Thomas Pesquet, mais aussi que la technologie autour, les procédures autour, donc je répète, depuis la sélection jusqu'au suivi post-mission, fait qu'un homme peut passer 6 mois dans l'espace de manière parfaitement viable et y travailler. Et c'est pas seulement dans un cocon où il n'aurait rien à faire. Enfin, il menait des activités scientifiques, de prospective, d'entretien d'une station. Donc, il menait une vie non pas banale, mais en tout cas une vie de travail. On peut évidemment imaginer qu'on peut aller au-delà de 6 mois. Aujourd'hui, il y a des simulations pour des missions de plus longue durée. Cela dit, les hommes, ils sont restés presque un an. Enfin, donc, sur des missions de longue, voire très longue durée, nous avons déjà acquis un savoir-faire, et qui permet d'imaginer des missions beaucoup plus longues. Il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Si nous nous éloignons de la Terre, il y a des questions de protection par rapport aux astéroïdes qui passent, par rapport au rayonnement cosmique. C'est vraiment un réel enjeu, parce que là, ça devient franchement dangereux. Autour de la Terre, nous sommes très bien protégés. Thomas l'a encore été bien protégé, mais dès qu'on s'éloigne, là, effectivement, le danger des rayonnements est un des principaux défis qui nous est lancé en termes d'humains dans l'espace. Mais bon, ce sont tous de nouveau des domaines sur lesquels les investissements scientifiques et techniques sont importants, durent depuis longtemps, et où on peut être confiant sur la capacité de gérer cela pour des plus longues durées. Alors, parce qu'effectivement, justement, j'ai cru comprendre que le métier d'astronaute était celui où l'on était le plus exposé à des radiations, puisqu'il n'y avait aucune protection face au vent solaire. Alors, si j'ai bien compris, actuellement, c'est un peu ça la priorité, c'est essayer de résoudre ce problème-là? Je ne sais pas s'il faut parler de priorité, en tout cas, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons davantage, parce que nous savons que cela, pour des êtres vivants, reste le principal défi, en dehors de tous les risques technologiques, etc., et puis aussi les problèmes psychologiques, la question de la vie dans en équipage, alors la taille, etc. Tout ça reste aussi à gérer, mais le rayonnement cosmique, évidemment, c'est le plus embêtant, puisque c'est effectivement un danger puissant, contre lequel on peut, cela dit, il y a des protections possibles, des protections techniques, et puis il suffit d'aller regarder quelques ouvrages de science-fiction ont très bien abordé la chose. Bon, c'est possible, mais ça reste effectivement encore très lourd à gérer. Donc c'est un handicap très lourd pour la suite de la conquête humaine de l'espace. Ouais, donc c'est un travail qui va encore durer quelques années pour tenter de résoudre cette question. Alors, toujours sur cette hypothèse de vie longue durée, on va dire, dans l'espace, qui dit vie dans l'espace, si on prend l'exemple d'Asgardia, c'est aussi agrandissement supposé de la population, c'est voilà, une population qui vit. Alors déjà, d'un point de vue technique, on dira, est-ce que les fœtus pourraient se développer sans problème dans une vie si on vit dans l'espace? Alors, il y a eu des travaux qui ont été menés depuis un certain nombre d'années sur cette question-là. Entre autres, c'était un des très beaux résultats d'une des missions assurées par Claudie Aigneret il y a quelques années, je ne sais plus si c'est sa première ou sa deuxième mission, peut-être sa première, où elle a justement étudié de manière extrêmement précise le développement en l'occurrence, c'était des pleurodèles, c'était pas des êtres humains, évidemment, mais pour voir, parce qu'on n'avait vraiment aucune idée jusque-là sur la manière dont un organisme, à partir de quelques cellules, va se développer dans une situation d'apesanteur. Ça veut dire qu'on maintiendrait dans des systèmes spatiaux l'état d'apesanteur, mais on sait très bien qu'on peut aussi créer des systèmes de pesanteur artificielle, si vraiment l'apesanteur était trop invivable. Donc, là, vous voyez, il y a déjà quelques a priori à poser. Donc, les travaux qui ont été menés par Claudie et ses successeurs ont montré qu'il y avait un développement
apparemment à peu près normal. Je dis apparemment parce que il faudrait aller évidemment sur des organismes plus compliqués, sur des périodes aussi sans doute plus compliquées et plusieurs générations. Ça ne veut pas dire parce qu'un organisme qui s'est convenablement développé dans l'espace, qu'est-ce que ça va donner si on arrive à le reproduire dans l'espace et multiplier les générations? Tout ça, c'est évidemment assez compliqué à suivre. Quand on voit déjà sur Terre, ne serait-ce que la mise au point d'un médicament, et le suivi, toute la pharmacovigilance à travers un petit groupe de patients, après à travers aussi plusieurs générations. Et là, c'est pas nécessairement parce que le travail est mal fait, c'est que un organisme vivant, c'est compliqué et c'est jamais unique. Vous pouvez pas prendre un organisme, et vous le dites vous-même, dès lors qu'il y a une nécessité de génération, de reproduction, il y a énormément de facteurs qui vont entrer en compte. Et donc là, évidemment, si on commence à penser à des générations successives d'humains dans l'espace, on entre quand même dans des zones qui sont aujourd'hui relativement peu connues. Donc il faut évidemment y aller avec prudence. Qui dit prudence dit aussi la capacité de mesurer les risques que nous allons prendre si nous embarquons des équipages de taille déjà conséquente, où il va y avoir une reproduction possible et des générations successives. Là, pour l'instant, nous sommes dans une zone parfaitement inconnue. Et même les premiers programmes ou les premières missions qui pourraient l'intégrer, avec tout ce que l'on pourra accumuler d'ici là comme connaissances, auront encore un facteur de risque extrêmement élevé. Ça, nous le connaissons. Les premières missions ont évidemment toujours un risque plus élevé que les missions qui suivent. Nous allons l'année prochaine fêter les 50 ans d'Apollo 11. Vous imaginez très bien, et nous savons très bien, le taux de risque qu'ont couru ces astronautes. Il faudra sans doute revenir à de tels risques plus tard si les missions deviennent de nouveau plus compliquées et ont moins le caractère coutumier ou routinier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi des domaines qui sont extrêmement sensibles et qui relèvent d'une certaine manière en partie de ma compétence. C'est-à-dire que ça va poser des questions d'éthique. Il va falloir réunir des gens et se dire, d'un point de vue technologique, quels sont les risques encourus, et d'un point de vue éthique et philosophique, est-ce que l'on peut faire courir à des équipages de tels risques? Il va y avoir donc des expertises à mener et des décisions à prendre. Alors, de qui vont-elles relever? Donc, on revient sur la question d'Aswardia. Est-ce que ça va être uniquement des individus? Quelle va être la part des États dont vont dépendre ces individus? Il y a énormément de questions qui restent ouvertes. Alors, quid justement d'un potentiel premier bébé né dans l'espace? Ça serait quoi son statut à lui? Eh bien, ça va dépendre où il va naître. Si aujourd'hui un bébé naissait dans l'ISS, bon, on rentre dans la science-fiction, ça dépend dans quel élément il va naître. S'il naît dans un élément américain, je ne sais pas si c'est prévu par le code de l'ISS, je ne pense pas, mais en tout cas, je pense que ça releverait, effectivement, il naîtrait sur un territoire américain. Alors, est-ce que demain, Aswardia est capable d'avoir aura acquis le statut d'une nation? Ça reste encore discutable, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer un bébé avec déjà immédiatement la carte d'identité aswardienne? Il y a plein de préalables d'abord à régler. Mais est-ce qu'il peut être qualifié de terrien? Parce que vous parliez tout à l'heure des gens, rester terrien parce qu'ils venaient de Terre pour l'espace, mais là, du coup, en l'occurrence, on est vraiment, oui, on rentre plus dans la science-fiction, là, on sait pas trop. Et là, ça a déjà été abordé, hein. Il y a les célèbres, la trilogie martienne qui aborde la chose. La première colonie, bon, évidemment, il y a les colons, et puis après, les enfants de colons, quelle va être leur. Alors, je dirais, ça relève de choses qui ne sont pas complètement nouvelles, parce que, vous voyez, je parlais de colonie, déjà ça, c'est-à-dire que ça ne tombe, enfin, excusez-moi, ça ne tombe jamais du ciel, en l'occurrence. Même une colonie spatiale ne tombe pas du ciel. Il y a un tas de préalables qui vont devoir être réglés, qui le seront nécessairement, ça c'est sûr, parce que nos amis juristes adorent ce genre de sujet, parce que c'est aussi une manière de revisiter le droit terrestre. Pour les philosophes aussi, quand pourrions-nous quitter notre identité terrienne? Vous savez, quand justement, j'évoquais tout à l'heure la mission Apollo 11, mais il y a aussi une mission tout aussi célèbre qui était Apollo 13, avec cet accident qui ont fait que les astronautes ont failli ne pas revenir. Et je crois avoir lu que une des choses qu'ils ont demandé, c'était de pouvoir revenir au plus près de la Terre.
même mort, enfin, en disant ramenez-nous au plus près, même si on ne s'en sort pas vivant, parce que nous demeurons des terriens. Et je crois que ça, c'est quand même un sentiment extrêmement fort chez le terrien. Et c'est donc l'expérience des astronautes qui nous la rappelle. C'est eux qui sont allés le plus loin. C'est Apollo 13 qui a été une des missions les plus lointaines. L'homme ne s'est pas éloigné davantage de la Terre. Bon, alors ça reste un saut de puce à l'échelle de l'univers, mais cet attachement de la Terre reste quand même très constitutif de ce que nous sommes. Est-ce que aller sur une colonie orbitale autour de la Terre ou autour de la Lune suffirait à oublier, j'allais dire, la carte d'identité, c'est une chose, mais psychologiquement, notre nature terrienne, ça n'est pas certain. Même Mars, quand ils verront, je ne sais pas dans combien de temps, hein, nos descendants là, qui iront poser pour la première fois un pied sur Mars, un petit point lumineux et qui sauront que c'est la Terre, quel va être leur sentiment? Un lieu qu'ils devront oublier? C'est pas certain. Et de ce point de vue-là, il y a des philosophes qui, depuis maintenant plusieurs décennies, ont pensé en disant tant qu'il nous restera un attachement et qu'ils diront c'est de là que je viens, même si c'est par une génération, avec l'intermédiaire d'une génération, nous resterons quelque part, ou ils resteront quelque part terriens. Alors, vous parliez de Mars, justement, j'allais terminer là-dessus. Il y a effectivement des projets pour vivre sur Mars, je pense notamment à Mars One. Qu'est-ce qui risque d'arriver le plus rapidement? Vivre en orbite, dans une station spatiale, ou vivre sur une autre planète, en l'occurrence, là, on pense à Mars. Alors là, à nouveau, il y a des questions techniques, des questions économiques, etc. Dans les questions techniques, pour celles que je peux connaître, ce que j'ai entendu davantage aujourd'hui, c'est quand même des missions autour de Mars, pour une raison, au moins celle que j'ai retenue, que à l'heure actuelle, nous savons que poser un engin sur Mars est une très grande difficulté. Au-delà d'une certaine taille, et la taille, on arrive rapidement à celle d'une voiture. Au-delà de poser une voiture, ou l'équivalent, eh bien, c'est techniquement difficile parce que Mars, c'est pas la Terre, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, il y a tout un problème, des problèmes de technique que les ingénieurs sont en passe de résoudre, mais tout de même, c'est peut-être pas si simple que ça. Donc, il serait sans doute technologiquement plus facile, ça ne veut pas dire que c'est très facile, mais plus facile d'embarquer un vaisseau qui resterait en orbite autour de Mars et qui pourrait, alors d'un point de vue d'exploration, évidemment déjà mener une exploration martienne beaucoup plus loin que de ce que nous faisons aujourd'hui, même si les robots font un travail incroyable. Mais c'est vrai que l'humain, jusqu'à présent, aidé d'un tas de prothèses, y compris informatiques et virtuelles, tout ce que vous voulez, est quand même l'instrument, si je puis me permettre d'utiliser ce mot-là, le plus efficace pour explorer un lieu qui nous reste quand même en partie inconnu, qui est la planète Mars. Donc, sans doute que, comme vous l'évoquiez, c'est d'abord des stations autour de Mars. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont des projets plus ambitieux et plus rapides en disant, mais non, on y arrivera. Bon, après, il faut raison garder. Et l'une des raisons, c'est les raisons technologiques. La technologie, ça marche ou ça marche pas. Et nous l'avons vu dans des dernières tentatives de poser des engins, même, donc, en l'occurrence, automatiques ou des robots sur Mars. C'est pas si simple, même de poser des engins d'une taille relativement modeste. Et l'Europe, il y a quelques années, a tenté l'aventure et ne l'a pas, ça n'a pas été un plein succès. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Alors, ça n'empêche pas, on peut toujours rêver plus loin, évidemment, mais rêver plus loin, bon, ça demande aussi, c'est pas plus loin dans l'espace, c'est plus loin dans le temps. Ça veut dire qu'il faudra sans doute quelques décennies supplémentaires. Quelques décennies, on va retenir ce chiffre et voir, du coup. C'est pas un chiffre, vous voyez, je suis plutôt très prudent. Mais la prudence n'empêche pas d'avoir de l'ambition et d'avoir de l'enthousiasme. Soyez rassurés. Oui, bah, en tout cas, du coup, peut-être qu'on peut se dire qu'on a des générations qui vont pouvoir euh, être témoins peut-être d'évolutions, de très grandes évolutions. D'où aussi l'importance, parce que nous étions partis sur ce sujet, de gens ambitieux aussi dans leurs propositions. Azuardia, c'est à la fois, quand on regarde un petit peu, c'est pas nouveau, ça fait. L'homme a toujours eu des espèces d'ambitions. Et si j'allais créer une nouvelle nation, un nouvel État ailleurs que dans le monde qui est le mien? Ça a été le cas au 19e avec cette extraordinaire aventure dont je me suis rappelé
en préparant notre entretien, qui était la Patagonie. Il y a eu un royaume de Patagonie, un Français qui a décidé, je vais créer quelque chose de complètement nouveau, avec des idées nouvelles. Bon, il y a eu l'utopie auparavant, au XVIe siècle, avec Thomas More. Donc ça relève de cette, comment dire, à la fois cet élan humain de toujours penser du nouveau, dont nous avons réellement besoin, parce que ça permet aussi d'investir, de réinvestir notre présent, en disant, ben, comment on peut dès aujourd'hui, c'est ce que font ce courant, comment on peut dès aujourd'hui penser l'avenir. Et c'est ça dont nous avons besoin, c'est de réinvestir une partie du présent en nous portant sur l'avenir et en disant comment on peut changer le présent grâce à l'avenir. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques Arnoux, d'avoir participé à notre podcast. Et donc je rappelle à tous nos internautes qu'effectivement, si vous voulez en savoir plus sur Asgardia, vous pouvez lire notre long reportage en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.